Clôture du dialogue entre le gouvernement et les syndicats. Nous vous proposons un reportage complet aujourd'hui. Hier, nous vous avons donc permis d'entendre les centrales syndicales qui, donc des travailleurs à l'issue des discussions, plutôt pas satisfaits, mais dans une posture positive car le gouvernement reste ouvert à de nouvelles discussions. L'association des auditeurs de la radio 100% urbaine Watt FM est lancée dans une démarche de solidarité. Elle a offert du matériel d'assainissement au CSPS de Beignon-Douamé plutôt. C'est dans la commune rurale de Samba. Cette action a été vivement saluée par les responsables du CSPS. Et puis enfin, obsèques du président haïtien ce vendredi. Jovenel Moïse avait été assassiné le 7 juillet dernier à domicile par un commando. Il a reçu les hommages de la nation. Sa veuve Martine Moïse a demandé l'union dans la quête donc de la justice. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal TAC 2021, traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Cette rencontre s'est ouverte ce matin dans la capitale ivoirienne jusqu'au 27 juillet prochain. De grandes activités, à savoir notamment la réunion des experts, celle des ministres des Affaires étrangères et puis le conseil conjoint des gouvernements. Ce conseil va entre autres évaluer la mise en œuvre des décisions et recommandations du dernier TAC, aussi examiner de nouveaux dossiers et des accords de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Le TAC 2021 a débuté par la rencontre des experts. Je vous propose à l'occasion donc d'écouter Olivia Wamba. Elle est la directrice générale de la coopération bilatérale du Burkina. La délégation des experts du Burkina Faso est là, avec un plaisir renouvelé de retrouver nos frères ivoiriens pour qu'ensemble nous puissions nous pencher sur les préoccupations, les valeurs et les fortes aspirations de nos peuples respectifs. Ce sont entre autres la paix, le développement de nos deux pays, le vivre ensemble et l'intégration des peuples à travers l'amitié et la fraternité. En effet, le traité d'amitié et de coopération est un cadre qui nous permet de mutualiser nos efforts pour relever les défis socio-économiques qui jalonnent les voies du développement et bâtir ainsi un meilleur avenir au profit des peuples burkinabés et ivoiriens. Nous faisons nôtre la proposition faite sur la mise en œuvre des diligences et accueillons avec joie le retour de certains de nos vaillants experts. Les thématiques suivantes feront l'objet de nos travaux. On peut noter entre autres le projet de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, le projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouaga-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao, la question de l'énergie électrique et des hydrocarbures, la matérialisation des frontières, le transport aérien, l'éducation, la migration, le commerce et le transport, pour ne citer que cela. Aussi, nous avons à notre registre des dossiers spécifiques tels que la question post-évacuation du Mont Péco et la coopération dans le domaine sécuritaire et dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Après avoir rencontré le chef de file de l'opposition politique hier vendredi, l'ambassadeur de Belgique a été reçu par le Premier ministre au cours de la même journée. Il était évidemment question des axes de coopération bilatérale entre le Burkina et la Belgique. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur belge à sa sortie d'audience. Il s'agissait tout d'abord d'une visite de courtoisie, puisque je suis en poste depuis le mois de septembre, que je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer, en tout cas en bilatéral, Son Excellence Monsieur le Premier ministre. Donc il s'agissait tout d'abord de me présenter, c'était la moindre des choses, de faire un état des lieux rapide de notre coopération avec le Burkina, de pouvoir dresser quelques premières perspectives aussi sur une coopération future, mais qui nécessitera des débats plus en profondeur avec les ministères techniques. C'était également l'occasion de rappeler à quel point la Belgique porte une attention particulière à la région et au Burkina,
le Burkina, qui est un des 14 pays de la coopération belge à l'étranger. Il y a une révision des pays bénéficiaires en cours en Belgique et il est fort peu probable de ne plus voir le Burkina dans le giron de la coopération belge. Donc voilà, ça a été l'occasion de réaffirmer notre appui et également beaucoup insister sur l'importance que nous accordons à l'être humain, au centre de nos préoccupations. Quelles que soient les thématiques et les secteurs dans lesquels nous évoluons, c'est l'être humain, c'est l'impact sur l'être humain, c'est l'amélioration des conditions de vie de la population qui nous importe. Et ceci peut passer par un soutien à l'employabilité, à l'entrepreneuriat, à la police de proximité, à la santé, tout ce que nous faisons déjà. Et j'ai annoncé à Son Excellence Monsieur le Premier ministre également un nouveau programme régional, j'ai eu l'occasion d'en parler avec les affaires étrangères déjà, en termes de changement climatique. Son Excellence Monsieur le Premier ministre a montré un intérêt certain au changement climatique et c'est bien l'option que nous avons prise, en tout cas dans la région, puisqu'un nouveau projet devrait démarrer en dehors du programme de coopération en début d'année prochaine, avec un pilier burkinabé, un pilier malien, nigérien et un pilier sénégalais. Pas grand-chose dont se réjouir après les discussions gouvernement-syndicats. Ces derniers ont en effet encore plusieurs points de leur plateforme revendicative qui n'ont pas trouvé satisfaction, mais ils restent dans un esprit positif car le gouvernement a l'intention de discuter encore. Cette rencontre donc entre gouvernement et syndicats a débuté le 19 juillet dernier et a été clôturée hier vendredi. Tous les détails dans ce reportage de Fatima Tanikema. C'est un regard qui en dit long sur les conclusions du dialogue au gouvernement-syndicat des travailleurs. Après 5 jours de discussion, les centrales syndicales repartent insatisfaits des résultats issus des travaux. Et selon le président de moi des centrales syndicales, les raisons de cette insatisfaction trouvent origine dans les réponses qu'a servi le gouvernement en ce qui concerne leurs revendications. Il y a peut-être une quarantaine de points. Et les priorités aujourd'hui, nous avons demandé des augmentations de salaire. Nous avons demandé le relèvement du SMIC, qui est quand même un élément important. Nous avons aussi demandé, par exemple, de regarder la gestion de la Sotraco. Il faut dire qu'il n'y a pas un point qui n'est pas prioritaire. Tout est prioritaire dans notre doléance. Tout est prioritaire. Les deux parties ont donc décidé de commun accord de continuer le dialogue au grand bonheur des centrales syndicales. Ces dernières comptent bien saisir cette occasion pour mieux se faire comprendre afin d'obtenir du gouvernement des réponses favorables à leur plateforme de revendication. Présentement, il y a eu juste quelques points sur lesquels le gouvernement a accepté s'engager et nous comprenons aussi la situation. Comme nous l'avons dit dès le départ, nous sommes dans un contexte aujourd'hui que nous devons également tenir compte, savoir que nous voulons l'amélioration de nos conditions de vie et de travail, mais le Burkina traverse effectivement une situation sécuritaire et nous, travailleurs, nous ne sommes que 600 000 dans le formel, nous devons aussi tenir compte de ça pour avancer. Le ministre en charge de l'éducation nationale, représentant du gouvernement, dit être satisfait de la tenue de cette rencontre et de l'ambiance qui a prévalu. Selon Stanislas Ouaro, ce cadre d'échange a aussi permis au gouvernement de faire cas des difficultés budgétaires dont il fait face. Mais cela ne l'a pas empêché de prendre 3 engagements au sortir des échanges. Des engagements parmi lesquels la question salariale dans le privé. Nous avons fait comprendre à la partie syndicale qu'il y a une commission bipartite, donc patronat-syndicat, de négociation salariale. Et lors de la rencontre gouvernement-patronat, le patronat avait souhaité effectivement que le gouvernement puisse l'accompagner pour l'organisation donc, de cette rencontre, la tenue de la rencontre. Donc nous sommes engagés à faciliter l'organisation de cette rencontre avant la fin de l'année 2021. Une rencontre donc, qui va se tenir entre le patronat et les syndicats pour discuter sur la question, donc, les questions salariales. Les 2 autres engagements sont en lien avec l'augmentation du SMIC et l'avenir de la Sotraco. Le gouvernement a également pris acte de certaines préoccupations des syndicats. Il s'agit entre autres d'une non-application des décisions de justice et du respect des libertés syndicales. Je vous en parlais en titre. De quoi garder les lieux propres, du savon, de l'eau de javel, des balais entre autres. C'est le contenu
du don que l'association des auditeurs de la radio Watt FM a fait ce samedi au profit du centre de santé et de promotion sociale de Beyond nommé Beyond Ouamé donc dans la commune rurale de Samba. Une action qui suscite une grande reconnaissance des bénéficiaires. On en parle avec Sanata Serré. Ce don des auditeurs de la radio 100% urbaine est constitué entre autres de l'eau de balai, des serpillères et du savon liquide. À travers ce geste, l'association des auditeurs de Watt FM entend apporter sa contribution à l'assainissement des locaux du CSPS de Beyond-Ouamé, en croit son vice-président. Nous avons décidé de porter du matériel au CSPS de Ouamé parce que nous, on a vu que le CSPS a vraiment besoin. C'est pour cela que nous aussi, on a décidé avec d'autres membres qui résident dans le quartier de Ouamé pour venir en aide au CSPS. Nous, on a envoyé des raclettes, de eau de javel, du savon pour aider à nettoyer vraiment les CSPS parce que le CSPS a besoin de la propriété avant tout. Le major du 10 CSPS a salué cette initiative des auditeurs de Watt FM et invite les bonnes volontés à emboîter le pas des donateurs du jour. En tout cas, vraiment, on salue vraiment l'initiative des donneurs qui sont les auditeurs et vraiment, on les dit merci et puis en tout cas, on souhaite encore que d'autres prennent le pas. Le centre de santé et de promotion sociale de Beyond-Ouamé, faut-il le rappeler, est fonctionnel depuis octobre 2020. Cependant, ce centre est hors service la nuit car ne dispose toujours pas d'éclairage. Les auditeurs de la radio 100% urbaine ont saisi l'occasion pour lancer un cri de cœur aux autorités sanitaires afin que ce CSPS soit équipé d'éclairage. Et nous revenons sur la célébration de la fête de la Tabaski mardi dernier. Le lendemain, la Ligue pour la solidarité arabo-africaine avait organisé pour la deuxième fois une cérémonie de distribution gratuite de viande aux personnes défavorisées et aux déplacés internes également. Cette action de solidarité de la Ligue a touché 500 personnes au moins. Image avec Michael Toukré. Rasmata Semporé, considéré comme une personne vulnérable, a bénéficié pour la fête de Tabaski de la viande. Au total, ce sont 500 personnes vulnérables et déplacées internes qui pourront fêter grâce au soutien de l'ONG Ligue pour la solidarité arabo-africaine. Nous sommes dans un pays où tout le monde vraiment n'a pas effectivement la capacité d'avoir effectivement le minimum en fait pour vivre. Et nous sommes dans une situation aussi de crise sécuritaire dont il y a vraiment des centaines et des centaines de milliers de déplacés. Donc par rapport à cela, avec l'appui de nos partenaires, nous avons estimé pourquoi n'est pas un temps soit peu effectivement venir en aide à ces populations-là et pour qu'on puisse ensemble effectivement fêter ensemble. Parce que la fête, c'est pour tout le monde, ce n'est pas pour les nantis seulement. Donc, mais nous, notre objectif, c'est d'amener les plus nantis à venir en aide, en fait, au moins nantis, pour que tout le monde se sente effectivement dans cette fête. Aujourd'hui, pendant la fête de Tabaski, c'est là où on a de la viande à distribuer avec la population. Et on préfère partager ça directement avec ceux qui sont beaucoup plus démunis. Et là, aujourd'hui, on est venu, il y a l'ONG Louza a identifié ceux qui sont le plus démunis et il y a les déplacés internes aussi. C'est là où on était venu aujourd'hui pour les assister. C'est une deuxième édition de distribution gratuite de viande aux personnes vulnérables. Pour le parrain Emmanuel Sawadogo, ce geste de l'ONG Louza est donc à saluer. Louza a estimé que c'était bien que tout le monde puisse participer à cette fête. C'est pour ça qu'on a convié presque 500 personnes pour pouvoir donner donc de la viande à ces personnes-là. Je crois que c'est un acte de solidarité qu'il faut énormément encourager. Et comme c'est une cérémonie comme ça, on permet à ces personnes qu'on dit indigentes également de pouvoir participer à la fête, de pouvoir communier avec tout le monde, de se sentir burkinabé et de prier également pour ce pays qui est dans des difficultés sur le plan sécuritaire. Une action de solidarité à travers cette cérémonie de distribution gratuite de viande aux personnes vulnérables a été rendue possible grâce aux partenaires de l'ONG Louza. Rendez-vous est donc pris pour la 3e édition. En 1986, feu président Thomas Sankara avait permis à 600 orphelins de bénéficier de bourses de formation dans plusieurs domaines à Cuba, mais malheureusement, après obtention donc de diplôme et retour au Burkina en 1993, la plupart des bénéficiaires n'ont pas eu de place dans le monde professionnel burkinabé. Leurs diplômes n'ont en effet pas été reconnus. Aujourd'hui, ils espèrent encore être intégrés et c'est pourquoi ils se sont constitués en association pour porter haut et fort leur plaidoyer. Détail dans ce reportage signé Abdelrahim Migné.
Le visage froissé par la tristesse, Inoussa Dakambari se recueille sur la tombe de sa sœur, ici au cimetière municipal de l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Elle fait partie du contingent de 600 étudiants formés à Cuba sous la Révolution. Ce lieu est chargé d'histoire et d'émotion pour ces anciens étudiants formés à Cuba qui aujourd'hui se retrouvent constitués en association. 15 de leurs reposent dans ce cimetière. Parmi cette quinzaine de camarades qui reposent ici, repose également ma propre sœur qui a aussi étudié à Cuba comme nous, qui est malheureusement décédée. Donc voici pourquoi nous prenons ce cimetière comme un symbole pour nous, anciens étudiants formés à Cuba. Parmi le contingent des 600 élèves, 85 ont perdu la vie et d'autres dans une situation sanitaire précaire. C'est le cas de Salifou Bonkungu qui habite au quartier Witenga de Ouagadougou. Depuis plus d'une décennie, ce dernier, dans la quête d'une meilleure santé, a trouvé refuge chez le pasteur Oscar Zongo. Il dit avoir été abandonné par sa famille biologique. Physiquement très affaibli par la maladie, Salifou Bonkungu a presque perdu l'usage de la parole. Ceux qui l'ont conduit ici sont partis le laisser avec nous un an après son arrivée. Donc, ça fait 12 ans que je n'ai pas les nouvelles de sa famille. Il y a de cela quelques mois, c'est au cours de l'année 2020 que l'association est venue et je leur ai dit que comme il commence à parler un peu, on va dans les jours à venir le conduire dans son village afin qu'on puisse connaître sa famille. Pour les responsables de l'association des anciens étudiants formés à Cuba, la situation dans laquelle se trouvent ses membres est plus que préoccupante. Ces cadres formés à l'extérieur disent n'avoir pas eu l'opportunité de servir leur pays. Ils se disent marginalisés et même abandonnés. Tant que quelqu'un qui est un orphelin et que vous l'envoyez et il retourne et vous ne l'utilisez pas. Et en fait, avec des milliards gaspillés que vous avez vraiment utilisé, l'argent du contribuable que vous avez gaspillé pour leurs billets, pour tout leur séjour, et ils vont revenir. Et néanmoins, ce qu'ils veulent essayer de travailler pour pouvoir rembourser le peu que vous les avez vraiment, vous n'êtes même pas capable. C'est-à-dire que vraiment, que c'est un État même, c'est des dirigeants que nous pouvons dire qui ne se soucient même pas de sa population. Se considérant comme des victimes collatérales des événements d'octobre 87, ces étudiants formés à Cuba déplorent la non-reconnaissance de leurs diplômes par l'État burkinabé. C'est l'âme et l'homme de Thomas Sankara encore qui nous suit, parce que étant étudiant envoyé par Thomas Sankara à Cuba, je pense que c'est pour cela. L'homme n'est plus, il fallait aussi en finir avec ses enfants. Je pense tout simplement. Sinon, ça n'existe nulle part dans un État plutôt, qu'on envoie des élèves se faire former et de retour, on ne s'en occupe pas. Après notre année à la Sonabel, le DG de la Sonabel était vraiment content, il voulait même que nous restions. Mais malheureusement, son ministre avait dit complètement net qu'il n'avait pas de possibilité que tout celui qui a fait Cuba puisse rester à la Sonabel. Près de 3 décennies après leur retour au Bercail, ils espèrent que le régime actuel répondra favorablement à leurs préoccupations. Parce que nous avions un dossier que nous avons déposé à Ashkroun et actuellement qui est en trasladation vers le ministère d'État. Nous avions demandé 3 choses aux autorités. Premièrement, c'est demander un dédommagement pour le préjudice civil de 1992 à nos jours en tenant compte des ayants droit de nos camarades disparus. 2, nous demandons l'équivalence de nos diplômes en tenant compte des volumes horaires que nous avons étudiés à Cuba. Et troisièmement, tenir compte effectivement de nos camarades qui sont à la fonction publique, pour leur reclassement tout simplement. Voilà ce que nous demandons. En attendant que l'État revoie leur situation, l'Association des anciens étudiants formés à Cuba se veut un instrument de solidarité entre ses membres. La première édition des rencontres autour de la scénographie et des métiers associés RASMA a ouvert ses portes ce vendredi
dans le quartier Gunguin à Ouagadougou, initiative de l'association Faso Seno, soutenue par le Fonds de développement culturel et touristique. Les acteurs du monde de la scénographie veulent en effet donc, durant ces 3 jours, réfléchir à la valorisation de leur métier au Burkina et dans la sous-région Ami-Valian et Mamétrienne Kamabou. Cette première édition de rencontres autour de la scénographie et des métiers associés RASMA, qui s'est ouverte ce vendredi dans la capitale burkinabé, a pour but, selon les organisateurs, de contribuer à la valorisation de la scénographie et des métiers associés au Burkina Faso en particulier et dans la sous-région en général. Ces 3 jours qui vont suivre vont être des jours de rencontres, de discussions autour du métier associé, de la scénographie et des métiers associés, parce que nous trouvons que si le métier n'est pas assez reconnu au niveau des politiques et juridiquement, donc on s'est dit qu'on allait se rencontrer pendant ces 3 jours pour en discuter, pour trouver les voies et moyens, comment on pourrait faire vraiment reconnaître ce métier-là au niveau juridiquement et politiquement et plus culturellement. Plus culturellement, c'est ce qui nous intéresse. Après, le reste, ça va venir. Voilà. Pour une bonne réussite de la toute première édition qui referme ses portes le 25 juillet 2021, plusieurs activités sont au programme. Occasion pour le promoteur d'inviter la population à participer massivement au RASMA 2021. Donc, on a une étape première qui était aujourd'hui de discuter avec les techniciens, rencontrer les metteurs en scène pour les parler de nos métiers. Parce qu'eux sont nos premiers patrons. Donc on s'est dit oui, il faut rencontrer ces metteurs en scène-là pour les parler de notre métier. Et la deuxième étape, on va poursuivre encore dans cette discussion-là. Et après, la troisième étape, on va inviter les autorités compétentes pour pouvoir venir écouter ce qu'on a à leur dire et ce que nous les proposons. Parce que c'est facile de faire une guerre sans proposition, la guerre n'a pas de sens. On rappelle, cette première édition de rencontres autour de la scénographie et des métiers associés, RASMA, est une initiative de Faso Seno, qui est une association créée depuis l'an 2000 et qui est un collectif rassemblant des professionnels, artistes et techniciens du théâtre et de la scène. La deuxième édition de la Coupe de l'Unité de l'Espoir de la commune de Bonké a pris fin la semaine dernière à travers la finale. Initiée donc par un fils de la localité, l'objectif de cette coupe donc était de permettre aux jeunes de se côtoyer afin de développer des initiatives aux communes. Cette finale a permis donc à Malou FC de s'imposer par le score de 2-0 et de remporter la coupe à Sami Touré. Malou FC se succède à lui-même à cette deuxième édition de la Coupe de l'Unité. Champion sortant, Malou en orange n'a pas fait de cadeau à Bokin FC en blanc. Soutenu par son public, Borin commence fort la rencontre, mais se voit en difficulté dès la première offensive de son adversaire. 1-0 pour Malou FC et Borin court derrière l'égalisation sans y parvenir jusqu'à la pause. Dans la deuxième partie, Malou FC enfonce le clou avec un second but. Découragé, Borin baisse les bras et sans être inquiété, Malou FC remporte pour la deuxième fois consécutive le trophée. Vraiment, ce soir, la joie nous dépasse. On ne sait pas comment qualifier cette joie-là, puisqu'on est très content. Bon, les degrés nous dépassent, quoi. Et si, à ce niveau-là, je pense que c'est la collaboration même qui est au-delà de ce qui se passe ici, puisque la collaboration inter-village Boré-Malou, c'est des villages frères. Voilà, que nous saluons vraiment et nous comptons vraiment solidifier cette collaboration-là. Le promoteur se dit satisfait d'avoir pu tenir cette coupe dans la commune de Bokin pour le bonheur des habitants. Pour lui, l'objectif a atteint. Donc l'initiative, c'est d'avoir en tout cas fédéré toute la population de Boré en particulier et en tout cas de façon générale de la commune de Bokin. Voilà, c'est une initiative qu'on partage parce que bon, c'est de façon restreinte que nous avons pris cette initiative, mais ça peut s'étendre sur l'ensemble du territoire parce qu'aujourd'hui nous avons besoin de la cohésion, nous avons besoin de l'unité pour que en tout cas ces pays puissent avancer, puissent aller de l'avant. C'est un succès parce que quoi qu'on dise, quand on pose un acte et que 2 ou 3 personnes répondent présentes, c'est déjà
assez. Et vous voyez un peu, nous avons de l'engouement. On sait que quand on fait un appel à l'unité, les gens sont là. Voilà, donc je pense qu'on est très satisfait. Une joie également pour ces résidents qui apprécient positivement l'initiative. C'est vraiment une joie pour nous et nous remercions le promoteur d'avoir eu cette idée-là. Parce que vraiment, vous voyez l'engouement, vous voyez la population autour du terrain. Donc ça montre que les gens sont très motivés pour cette coupe-là. Et nous le remercions et nous demandons à Dieu quand même de l'accompagner pour que ça puisse se pérenniser. L'équipe championne est repartie avec le trophée de nombreux lots en nature et en espèces. Rendez-vous est donné donc pour la 3e édition. Funérailles nationales du président haïtien Jovenel Moïse, cérémonie placée sous haute sécurité après une journée de tension jeudi. Jovenel Moïse, tué à 53 ans par un commando armé à son domicile de la capitale Port-au-Prince le 7 juillet dernier, était originaire du nord du pays. Dans une ambiance tendue, Haïti a enterré son président Jovenel Moïse, assassiné chez lui par un commando dans la nuit du 7 juillet. Martine Moïse, sa veuve, gravement blessée dans l'attaque, a rendu un vibrant hommage à son mari. Jovenel Moïse, pourtant, était très critiqué par son peuple, qui l'accusait d'inaction face à la crise et de dérive autoritaire. Tu as été sauvagement assassiné, toi qui as toujours renoncé à la violence. Tu as toujours prêché le pardon, la réconciliation, le tête ensemble. On a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie et la cruauté. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sang de notre président. Crions justice! Crions justice! Crions justice! L'assassinat du président a encore davantage plongé dans l'incertitude le pays et fait ressurgir des tensions historiques. Les habitants du nord d'Haïti rappellent que Jovenel Moïse est le 5e chef d'État originaire de leur région à avoir été tué dans l'ouest, dans la capitale Port-au-Prince. Certains accusent les Haïtiens de l'ouest d'être les assassins. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end. À la semaine prochaine. Bonsoir.